Bonjour. Bonjour Marc. Bienvenue, Bien, merci. bienvenue chez nous pour cette journée. Alors Marc, tu nous fais l'immense honneur et le privilège de rester avec nous pour cette interview, mais également pour échanger avec nos partenaires et clients entre midi et deux. Donc c'est un grand honneur. Bon, on se connaît depuis quelques temps. En tout cas, nous on se connaît. Maintenant, l'objectif c'est quand même de partager ensemble avec l'auditoire à la fois physique et virtuel quelques moments d'inspiration. Mais peut-être peux-tu commencer par nous rappeler brièvement ton parcours. Oui, brièvement. Donc, Marc Lévremont, j'ai 45 ans et je considère que j'ai eu une chance exceptionnelle toute ma vie, à commencer par naître en étant l'aîné d'une famille de 8 enfants, 7 garçons et une fille, qui sont tous venus au rugby. Alors c'est un peu les hasards de la vie, puisque mon père est franc-comtois, ma mère de Meurthe-et-Moselle. On nous a estampillés catalans, puisque après être né au Sénégal, mon père s'est installé en pays catalan, qu'à l'âge de 5 ans, mes potes d'école sont partis jouer au rugby, un sport que je ne connaissais absolument pas. Mon instituteur était l'éducateur de l'école de rugby, et la greffe a pris assez vite. En tant qu'aîné, j'ai donné l'exemple. Il faut croire que ce sport était déjà dans nos gènes sans que nous le sachions. Toujours est-il que j'ai gravi les échelons, si j'ose dire, petit à petit, donc dans ce club formateur d'Argelès-sur-Mer, et puis je suis arrivé à Perpignan en junior. J'avais jamais entendu parler du rugby professionnel, qui n'était pas professionnel à l'époque, mais en tout cas on m'a donné la chance de jouer au plus haut niveau en première division à Perpignan. Mon président de l'époque m'a dit, bah, tiens, on va te donner ton premier salaire pour jouer en équipe première. C'était 500 francs mensuels, mais je n'en revenais pas. Je dis, mais président, vous allez me donner de l'argent pour jouer au rugby. Et je me suis souvenu toute ma vie, puisqu'un peu plus tard j'ai gagné un peu plus d'argent quand même, à travers ce sport qui s'est professionnalisé, de cette chance que j'avais eue et de cette chance que j'ai toujours eue de vivre de ma passion, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Toujours est-il que j'ai gravi les échelons, toujours sans réelle ambition, ou en tout cas l'ambition d'être compétitif et de prendre du plaisir sur le terrain. J'ai commencé à être sélectionné. Les premières fois, là aussi j'ai refusé quasi les sélections en disant mais ça ne m'intéresse absolument pas d'aller jouer avec cet abruti de Biterrois que j'ai rencontré ce week-end, ou ce corne toulonnais. Et puis finalement, bon, j'y suis allé un peu en reculant, et puis je me suis rendu compte que les mecs n'étaient pas si cons finalement. Ils pouvaient l'être sur un terrain de rugby, mais dans la vie, ça permettait de nouer d'autres liens. Et puis le rugby est devenu professionnel. En parallèle de ça, donc j'ai mené pas mal de vie, prof de sport, puis j'ai passé un concours de sapeur-pompier. J'ai été sapeur-pompier quelques mois, puis j'ai monté une agence événementielle, et puis j'ai acheté une brasserie. Puis j'ai fini par monter à Paris, vraiment avec l'apogée du professionnalisme. En parallèle, j'avais été déjà Barbarians, cette équipe mythique là, créée par Jean-Pierre Rive et les vainqueurs du Grand Chelem en 77. J'ai même été le capitaine de cette sélection. Commencé à jouer en équipe de France de rugby à 7, où j'ai participé à une Coupe du Monde à Hong Kong, et puis les premières sélections en équipe de France, un titre de champion de France avec le Stade français à Paris, et puis un retour, ou en tout cas une fin de carrière au Pays Basque. Voilà pour ma carrière de joueur. Je m'étais juré, promis de ne jamais entraîner. Je voyais mes entraîneurs, j'en ai eu un certain nombre torturés, évidemment faire des choix à la con qui déplaisaient forcément à leurs joueurs. Jamais content d'eux, ni de leurs joueurs. Et je m'étais dit, moi le rugby c'est avec mes frères de jeu sur la pelouse. Et puis finalement, à 33 ans, une énième blessure au genou droit, parce que j'ai été opéré 10 fois du genou droit, alors que j'avais signé un dernier contrat de 2 ans. Mon président de l'époque, donc Abéric, me propose de basculer ce contrat en contrat d'entraîneur. Il faut dire qu'en parallèle de ma carrière de joueur, plus par passion, et exclusivement d'ailleurs par passion et par intérêt pour mon sport, assez jeune, j'avais passé les plus hauts diplômes d'entraîneur. Et donc j'y vais un petit peu en reculant, et puis c'est une révélation. C'est comme si j'avais découvert mon sport, non pas de manière passionnelle, telle que je le vivais, mais en tout cas en 3 dimensions. Et puis après 2 ans, entraîneur des espoirs de Biarritz, l'équipe de France des moins de 20 ans, je prends Dax en Pro D2 et on monte en top 14 avant qu'on me sollicite pour devenir entraîneur de l'équipe de France. Et après quelques atermoiements, on va dire, j'accepte. Voilà, pour une aventure de 4 ans. Voilà globalement, voilà, avant ça, j'ai eu la chance d'être champion de France, de gagner un grand chelem en 98 avec l'équipe de France, et puis de participer aussi, j'ai de chance aussi
d'être le seul à avoir participé à 2 Coupes du Monde et dans 2 costumes différents, le premier en tant que joueur en 99 et la deuxième fois en 2011 en tant que sélectionneur, pour hélas 2 résultats identiques, à savoir 2 défaites en finale. Voilà à peu près. Non. Alors Marc, maintenant tu es consultant. Oui, j'ai la chance d'avoir une vie dense, riche, à savoir qu'en parallèle, j'ai continué d'essayer de m'affranchir, on va dire, du rugby, parce que je veux considérer, encore une fois, que ça reste ma passion. Donc j'ai un restaurant avec mon frère sur le Pays Basque, en bord de mer, le bar de la Côte, un endroit merveilleux, je vous le recommande. J'avais un spa que j'ai vendu il y a quelques mois, puis on a d'autres projets toujours sur le Pays Basque. À côté de ça, je suis consultant pour Canal+, sur le championnat, donc j'amène des clients régulièrement voir les matchs de l'équipe de France. Et puis il m'arrive d'intervenir en entreprise et j'ai l'impression de jouer un rôle un peu de missionnaire de rugby en expliquant en quoi mon sport est différent des autres, et en essayant de rester objectif, de dresser des analogies entre l'organisation, le fonctionnement du rugby et le quotidien d'hommes et de femmes dans le cadre de l'entreprise. Et puis je fais aussi pas mal de bénévolat puisque je suis parrain de fondations qui s'occupent de l'enfance maltraitée notamment. Donc voilà, une vie assez riche à nouveau et qui me remplit pleinement, même s'il me manque un petit peu aujourd'hui, je dois reconnaître un peu l'adrénaline et le goût de sel et la saveur de la compétition. Alors on revient sur ta carrière de joueur un instant, et quand même en particulier, c'est cette finale en 98, première finale de top 14 dans Stade de France, avec le Stade français. T'as des photos que je n'ai pas d'ailleurs, je sais pas très photos, mais... on les a pris sur Google. Oh, bah, si c'est sur mais tu peux les commenter au fur et à mesure qu'il passe, il y en a il y en a beaucoup. N'hésite voilà. pas. Cette finale Stade français. Ouais, alors bon, voilà, je disais que j'ai eu beaucoup de chance et certaines fois les hasards de la vie m'ont amené à connaître des situations assez paradoxales et notamment celle-là, à savoir que je joue pendant 10 ans à Perpignan et mon rêve c'est évidemment Perpignan, le rugby catalan, une identité extrêmement forte, pas de titre depuis 1955, vous imaginez un peu l'attente dans ce pays, il n'y a que des mondiaux de rugby et on n'y arrive pas quoi. On gagne une Coupe de France, un challenge du manoir, je sais plus en 94 je crois. Et puis au-delà de ça, quart de finale, perdu d'1 point, perdu de 2 points au tir au but. Et donc finalement, le rugby passe professionnel, je me retrouve un peu moins dans une nouvelle politique, on va dire, de mon club. Je suis sollicité par un dingue qui s'appelle Max Doisini au Stade français, qui me dit mais viens à Paris, on monte une équipe un peu de fous avec des mecs qui viennent un peu partout, des Fidjiens, des Sud-Africains, des Néo-Zélandais, des Argentins et quelques Français, pas mal de has-been ou des jeunes pas trop connus comme Dominici et Combat qu'on fait parler d'eux après. Et je suis avec un autre dingue qui s'appelait Bernard Laporte. Et en fait, la première année, on arrive en finale. C'est la première finale du top 14 au Stade de France. On venait de réussir le Grand Chelem juste avant, déjà, dans ce même Stade de France. Et la particularité, c'est que je me retrouve face à mes potes de toujours, puisque je retrouve Perpignan en finale. Donc quel clin d'œil, et notamment un certain Thomas Livremont, qui était autre que mon petit frère, au même poste que moi, donc comme adversaire direct. Et comme dans une famille nombreuse, le droit d'aînesse est sacré, Thomas me laisse gagner. À noter que l'histoire s'est répétée un peu plus tard entre Thomas et un autre de mes frères Mathieu, donc Thomas sous le maillot de Biarritz. Là aussi, il est né à gagner contre Mathieu qui jouait à Agen. Mathieu s'est rattrapé puisqu'il a été champion de France avec Toulouse un peu plus tard ou un peu plus tôt. Voilà pour... Avec les Raptous en première ligne, avec Simon qui prend la parole et qui dit Paris, c'est vrai qu'on a les Catalans attendaient tellement cette finale que sur 80 000 places au Stade de France, il y avait hors 60 000 Catalans, donc le stade en sang et or. Et donc on jouait avec les Raptous, que je détestais d'ailleurs avant d'apprendre à mieux les connaître, notamment Vincent Moscato qui fait parler de lui aujourd'hui et qui est un mec exceptionnel sur RMC. Et donc Serge Simon sort parodie un petit peu l'appel du général de Gaulle à la fin du match en disant Paris agressé, Paris assiégé, mais Paris libéré, puisque encerclé, ouais. Voilà, encerclé, assiégé et libéré. Et avec la petite chanson qui a été reprise après par les footballeurs de Gloria Gaynor. Oui, évidemment. Tu nous la chantes? Non, sûrement pas. Alors, pour la petite histoire, Max Doisini m'a fait tout, parce qu'à l'époque, il était très people, très paillette et tout ça, et donc il était à l'initiative de cette chanson, enfin, d'une reprise de Gloria Gaynor, à We Survive, et donc on a fait tous les plateaux télé, donc non seulement je l'ai chanté, mais je l'ai dansé, donc j'espère qu'il n'y a pas d'image sur Google d'ailleurs, un certain nombre de plateaux télé, et c'est vrai que ça a été repris quelques mois après par les footballeurs, avec le titre évidemment de 98. Bon, mais t'as pas joué en rose?
J'ai pas joué en rose et je n'ai pas posé dans le calendrier. Là aussi, il n'y aura pas de photo sur Google. J'ai échappé à ça, je suis parti Ou des montages juste avant. Alors, autre moment clé, ta nomination en tant qu'entraîneur de l'équipe de France, ça c'est quand même assez... Ouais, parce que je disais que j'ai jamais eu l'ambition de devenir un joueur de haut niveau et d'entraîneur encore moins. À chaque fois, j'ai dit non. Et puis, bon, les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et souvent, je suis revenu sur ma décision et j'ai jamais regretté. Et notamment, quand je suis appelé par Bernard Lapassé, qui est président de l'International Rugby Board aujourd'hui, et qui siège au CIO, il était président de la Fédération française de rugby. La Coupe du Monde vient à peine de démarrer en France. Et moi, je suis impliqué dans une aventure humaine et sportive au combien de danse, à savoir qu'avec le petit club de Dax, on a réussi à monter en top 14. Donc je ne suis absolument pas libre. On prépare cette saison qui s'annonce compliquée parce qu'on n'a pas trop de moyens. En plus, l'aventure sportive est aussi humaine parce que j'ai fait venir mes 2 frères avec moi pour vivre cette épopée. Et puis à ce moment-là, coup de fil de Bernard Lapassé qui me sollicite pour être entraîneur de l'équipe de France. Et je ne veux même pas le rencontrer quand il m'appelle. Enfin, c'est le vice-président qui m'appelle en me proposant la fonction. Et je lui dis, mais c'est hors de question. Déjà, je ne suis pas libre, ni contractuellement, ni en termes d'affect. Et puis, entraîneur de l'équipe de France, c'est pas pour moi. La dimension politico-médiatique de la fonction ne me plaît absolument pas. J'ai peur de subir X contraintes du marketing, du sportif, de la politique. Et bon, il me dit, mais réfléchis. Et bon, finalement, je le revois 2-3 semaines plus tard et je pense faire partie d'une shortlist et il m'apprend qu'il n'y a que moi. Et là, je dis non à nouveau. Je me fais l'avocat du diable en disant, mais voilà, j'ai pas d'expérience. Il y a 3 ans, j'étais encore joueur. Et il me dit, moi, voilà, bon, enfin, pour un certain nombre de raisons. Et puis, finalement, mes petits frères, que j'ai le sentiment de trahir et d'abandonner, arrivent à me convaincre d'accepter. Mon président de l'époque, donc de Dax, la même chose. Et puis, je me dis, c'est quelque chose que forcément j'en regretterais si je refuse aujourd'hui, donc j'y vais un petit peu contre vents et marées, contre pas mal de critiques du milieu d'ailleurs, qui me jugent, et pas à tort, inexpérimenté, novice, mais peu importe, je plonge dans la mêlée. Alors, autre grand moment, bon, c'est un cheminement jusque-là, mais on ne pourra pas l'évoquer intégralement, mais l'autre grand moment, c'est évidemment cette Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est une épopée parce que c'est 4 mois de vie commune, déjà 2 mois de préparation en France essentiellement. C'est 4 ans de préparation, puisque même si je suis parti sur un cycle de 4 ans, et même s'il y a eu évidemment des échéances à court terme, à moyen terme, des tournois, des tournées, avec des résultats divers et variés, toujours est-il qu'on arrive en Coupe du Monde, on s'est gagné le droit d'avoir une presse plutôt critique, avec des résultats contrastés, c'est le moins qu'on puisse dire l'année qui précède. Un grand chelem malgré tout en 2010, et toujours est-il qu'on n'est pas favori. Et ça a été un grand combat, donc 2 mois de préparation et puis 2 mois de compétition avec des résultats chaotiques au début, mais toujours en tout cas chez moi la volonté de convaincre, de prouver, de me battre et de prouver à mes joueurs, de convaincre mes joueurs aussi qu'ils avaient le potentiel pour être champion du monde, ce qui m'a valu voilà, quelques colibés on va dire, quelques critiques, quelques railleries et notamment des réactions de conférences de presse où certains ne croyaient pas. Moi, disons que j'avais le souvenir aussi, pour l'avoir vécu en 99, en étant joueur, d'un même constat, à savoir la France pas vraiment favori, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis finalement, même parcours difficile, et de nous être retrouvés en demi-finale contre les Blacks à la surprise générale, et avec ce constat de se dire que la question du match, l'enjeu du match avant le match était justement pas savoir qui allait gagner, qui allait perdre, mais c'était combien de points allait perdre l'équipe de France. Et je dois reconnaître que ça peut paraître paradoxal, mais on a préparé cette demi-finale en 99, je parle, avec la certitude qu'on allait la perdre, mais en se disant on va la jouer pour d'autres choses, pour notre honneur d'une part, en se disant on va laisser notre peau sur le terrain. Et on s'est tellement battu qu'on a battu nos adversaires prestigieux. Et donc on est arrivé en finale et on a tellement mal géré cette semaine, le staff avec nous, tout ça, entre les bringues, les sollicitations des politiques, des médias et tout ça, qu'on est arrivé en finale, on s'est réveillé 2 jours avant la finale et on est tombé contre une équipe certainement bien moins talentueuse que nos adversaires de la demi-finale, à savoir l'Australie, mais bien plus prête. Et on a rivalisé 1 heure et puis on a explosé. Et j'ai toujours eu le regret de dire que quelque part, si on avait démarré cette compétition avec la certitude en tout cas de pouvoir aller au bout, les choses auraient changé. Donc voilà, donc ça a été un grand combat avec les résultats chaotiques que l'on sait et toujours cette volonté d'avancer malgré tout, de rester vivant, de se battre, d'essayer
régler des problèmes, la bonne connaissance de mon groupe aussi, et puis finalement les gars qui se prennent en main, qui se responsabilisent à partir des quarts de finale, après une grosse gifle, comme souvent c'est arrivé dans le sport français, puisqu'on perd notre dernier match de poule en quart de finale contre les Tonga, et voilà, et ça a été un sentiment merveilleux, parce que bon, évidemment, jouer dans un stade de 80 000 personnes avec un public acquis tout à votre cause, c'est évidemment, si je peux permettre d'en c'est moins qu'on puisse dire, exceptionnel. Mais le jouer dans l'adversité, avec personne qui le croit en vous, et se dire, voilà, on est seul contre tous, à l'autre bout du monde, contre la meilleure équipe de tous les temps, et arriver à pousser les meilleurs dans leur dernier retranchement pour échouer d'un souffle, ça a été évidemment une épopée et quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà, c'est difficile de relater tous les détails, je sais pas si... Et où tu vas chercher l'inspiration dans ces moments-là? Tu vas la chercher partout, mais un match de rugby et une compétition, c'est à l'échelle d'une vie, quoi. On tombe, il faut se relever, il faut rebondir, c'est des semaines extrêmement denses, hein. J'ai des semaines où, voilà, en quelques jours, on vit certainement des moments aussi extrêmement intenses, où on passe par la colère, par la déception, l'humiliation, et puis on redonne la confiance, on retravaille, on trouve des solutions, on mobilise son groupe, on responsabilise ses joueurs, et puis voilà. On mobilise son staff aussi, parce qu'au-delà de mes 30 sales gosses, comme je les ai appelés affectueusement, j'avais 20 personnes au sein du staff, donc c'est quand même une vraie petite armée, et c'est vrai d'une densité, d'une richesse assez exceptionnelle, avec toujours cette façon que j'ai eu de me préparer dans le doute, mais le doute en termes de remise en question permanente, de se dire oui, on peut se tromper, effectivement je peux faire des mauvais choix, mais dès le moment où les choix sont faits, il faut les assumer. Se battre aussi contre la presse, et sans se laisser polluer, ce qui n'est pas simple, hein, parce que c'est vrai qu'on est jugé, on sait qu'on va prendre des décisions qui peuvent paraître impopulaires, c'est le moins qu'on puisse dire, et malgré tout on a le sentiment au fond de soi que c'est la bonne solution et qu'il faut s'y tenir, même si la critique évidemment est jamais agréable à entendre, même si on a à certains moments très peu de certitude, mais la conviction qu'on est malgré tout sur la bonne route. Alors Marc, on revient encore un peu en arrière. Tu nous as expliqué que tu étais venu au rugby par hasard, mais qu'est-ce qui t'a plu fondamentalement dans ce sport? Au départ, certainement le besoin de la défouler. Et puis, je pense qu'au départ, on vient à un sport, ce qu'on y trouve, c'est la camaraderie. En tout cas, c'est ce qui m'a plu. J'ai eu la chance, mes parents m'ont poussé à faire beaucoup de sports, donc des sports individuels, comme l'escrime, le judo, la natation, le tennis. Enfin, j'ai vraiment la course à pied. Et en termes de sport collectif, j'ai touché un peu à tout, mais le rugby, pour moi aujourd'hui, je le comprends un peu mieux en ayant pris du recul, c'est le seul sport de combat collectif réellement, un sport où on a besoin des autres, on a besoin éperdu des autres, où seul on n'est rien, et donc certainement voilà, cette vie en communauté en tout cas, la complémentarité des autres, je crois qu'il n'y a pas un seul sport aussi où une équipe reflète autant d'individus différents et complémentaires à la fois, et c'est cette richesse qui m'a certainement beaucoup plu, la dimension humaine, la dimension de combat aussi, ce sport un peu dingue où le but premier c'est d'avancer et pour ça faire des passes en arrière, hein, c'est nos amis anglais si j'ose dire qui l'ont inventé, il fallait quand même être un peu tordu pour penser à un truc aussi tarabiscoté. Et puis ces notions de courage aussi, hein, parce que là aussi en termes de parallèle et d'analogie, c'est le porteur de balle, il est seul face à 15 mecs qui veulent sa peau. Et il a ses 14 partenaires derrière lui, donc il y a voilà, des similitudes certainement qu'on ne perçoit pas évidemment quand on est gamin, mais qui sont assez fortes et qui créent des liens évidemment indéfectibles. Et puis ces ambiances de match, de vestiaire, la compétition, quand on gravit les échelons, ce mélange de tension, d'appréhension, d'émotion à la fin du match, de plaisir partagé, les troisième mi-temps, enfin, c'est un sport de balle aussi, hein, où on prend beaucoup de plaisir. Et j'aime beaucoup cette citation d'Antoine Bonnin qui disait « Le rugby permet aux enfants de devenir des hommes et aide des hommes à rester des enfants ». Voilà, donc un sport riche, dense, caricatural et caricaturé d'une certaine manière, parce que c'est vrai qu'il est fait de plein de paradoxes. À la fois, on peut se dire, pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est 15 abrutis qui se foutent sur la gueule contre 15 autres abrutis. Et en même temps, il y a beaucoup de finesse et c'est un sport extrêmement complexe, extrêmement intelligent, qui est devenu encore plus, parce que j'ai eu la chance de le connaître au niveau amateur et il se jouait de manière très empirique, très désordonnée. Et aujourd'hui, les moyens, la technologie l'ont rendu extrêmement complexe, extrêmement riche. Et il garde malgré tout, parce que le ballon est ovale, parce que il y a la règle et l'interprétation de la règle, parce que il y a une dominante affective dans le rapport de force qui est omniprésente. Il y a à la fois quelque
chose de très carré, une stratégie très fine dans la préparation des matchs, mais aussi beaucoup d'aléatoires. C'est ce qui le rend complexe, surtout avec notre approche française. Et c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, je l'ai vécu et subi certaines fois. Quand on est dirigeant, on rêve de constance dans la performance au sein de son groupe, quel que soit le domaine. Et entraîneur d'une équipe de France de rugby, c'est pas simple. Hein, ça permet, ça apprend l'humilité, la remise en question permanente, la tolérance aussi. Mais c'est extrêmement formateur. Alors, tu parlais de règles et de complexité. On dit que les règles au rugby sont assez complexes. À quoi elles servent au fond? Elles servent surtout à noter que, bon, même si les origines du rugby sont, on les fait remonter au Moyen-Âge à travers un jeu plutôt qu'un sport qui s'appelait la soule, donc il n'y a pas vraiment de règles. Après, ça reste un sport universitaire, et la dimension universitaire perdure d'une certaine manière, à savoir que régulièrement des intellectuels de notre sport se réunissent pour modifier les règles. Alors, ce qui n'aide pas la compréhension du grand public, parce qu'elles changent en permanence, mais en fait, l'idée, c'est toujours de garder une forme d'éthique, d'équité, à savoir un rapport attaque-défense, des fondamentaux, et modifier sensiblement les règles pour améliorer le spectacle. Donc des règles, il y en a énormément. Et puis en plus, la particularité, c'est qu'on considère au rugby que l'arbitre a le droit de se tromper parce que c'est tellement compliqué qu'il y a la règle, l'interprétation de la règle. Le respect de la règle est essentiel pour les joueurs, et en même temps, on est toujours à la limite de la règle. Donc là aussi, c'est extrêmement paradoxal. Et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi l'intensité qu'on peut mettre au terme d'un match. Et on peut parler de fou lucide aujourd'hui, de fou discipliné, parce qu'on y met une intensité extrême, féroce. On a le droit de faire mal à l'adversaire quand même dans ce sport, donc c'est quand même assez particulier, mais tout en étant très codifié, très réglé. Et par exemple, un match sur lequel j'ai souvenir d'une demi-finale de Coupe du Monde où on joue contre le Pays de Galles et on écrase les Gallois, je ne sais plus, 9-8. Et on n'est pas bien, on est dominé, on est en supériorité numérique, on a du mal vraiment, on joue un rugby pas abouti, mais on commet 6 pénalités seulement pour 23 acteurs, ce qui est énorme vu l'intensité, donc c'est à la fois là aussi pour tordre le cou aux gens qui pensent que ce sont 15 abrutis sur le terrain, il y a aussi un respect de la règle qui est exceptionnel, et là aussi évidemment des parallèles d'entreprise, et puis le respect de la règle aussi, il est aussi dans la prévention des blessures, dans la gestion de la fatigue. On a un sport qui est devenu énormément codifié, demandé à une première ligne, qui est à première vue un abruti de 120 kg, les oreilles en chou-fleur et la gueule cabossée, et il a des contraintes, il subit des contraintes énormes, y compris intellectuellement, puisqu'il doit réfléchir, il doit se déplacer, il doit emmagasiner un certain nombre de combinaisons. Voilà pour le respect de la règle. Et puis j'oublie évidemment peut-être le plus important, parce que même si ma fonction en tant que sélectionneur de l'équipe de France, c'est faire une équipe de France, c'est la dimension d'exemplarité de mes joueurs, auxquels j'ai été très attaché. Donc il y a aussi des règles de vie qui régissent un groupe, et des règles d'exemplarité quant à l'image que renvoie une équipe de France, une équipe nationale, le rapport au maillot, à la Marseillaise, et beaucoup de choses aussi. Alors comment on fait en sorte que les règles soient connues et maîtrisées des joueurs? Le rugby est un sport complexe et intelligent, et sur le respect de la règle comme sur la stratégie, mon idée en tout cas, ça a toujours été de responsabiliser mes joueurs, de les impliquer, à savoir que on joue un match tous les samedis, mettons, et que sur la stratégie, donc on se débrouille pour tuer le match précédent en 48 heures, et on propose aux joueurs une stratégie sur la base de montage vidéo de l'équipe adverse, et ils adoptent cette stratégie, ils se responsabilisent, le capitaine, les leaders de jeu, sur chacun des aspects stratégiques du rugby. La veille du match, il existe quelque chose en rugby qui est assez unique, à mon sens, c'est le captain run, l'entraînement du capitaine, où réellement le sélectionneur, l'entraîneur prend du recul, et c'est les entraîneurs dans le cadre du stade, donc dans un stade vide, ils prennent possession du stade, donc quand c'est en finale de la Coupe du Monde, c'est à l'Eden Park d'Auckland, en possession des vestiaires, en possession du stade, et on remet en place cette stratégie. Et pour le respect de la règle, c'est la même chose, quoi. C'est vraiment responsabiliser les joueurs, leur faire conscience que c'est leur projet, et donc c'est un management participatif de tous les instants, et qui se crée évidemment avec la bonne connaissance du contexte, la bonne connaissance de ces hommes, le choix en amont évidemment de ces hommes, de manière à ce qu'ils soient complémentaires, et toujours aussi la possibilité que, pas qu'ils vous trahissent, c'est pas trop le mot, mais en tout cas qu'ils soient défaillants, et rentrent évidemment des notions de tolérance, parce que qui n'a pas connu dans un cadre un peu plus compliqué des petits moments de lâcheté ou de faiblesse ou de doute, et donc il y a cette vigilance par rapport au comportement de ces joueurs qui est essentielle. En fait, de temps en temps, ça fait quand même du bien de ne pas respecter la règle.
Parce que déjà sur le terrain, sur le terrain, c'est encore une fois c'est l'adaptation de la règle. Donc des transgressions permanentes. Après il y a certaines transgressions qui sont rédhibitoires à mon sens. Mais on a tendance parfois à vouloir se faire justice soi-même. Oui, certaines fois, mais bon, quand on pénalise quand même de manière irrémédiable le résultat de l'équipe, c'est quand même dur. Après, moi, il y a des termes qui fleurissent aujourd'hui, et notamment le terme de faute professionnelle. Je trouve ça insupportable. Faute professionnelle, ça veut dire quoi? Le mec, il fait un en avant, il coûte une pénalité, il est emporté par sa passion ou par un manque de maîtrise. Il a fait une connerie, une boulette, c'est pas une faute professionnelle. Voilà. Puis je continue à considérer que le rugby doit être d'abord notre vecteur de passion avant d'être un métier. Ça l'est devenu par la force des choses, mais c'est le statut qui a changé. Je considère que dans un métier, quand on exerce un métier, on met beaucoup de choses, son savoir-faire, son expérience, mais dans la passion, on y met un peu plus, on y met son cœur, on y met son courage. Et voilà. Oui, je me souviens, c'est intéressant cette notion de je ne respecte pas la règle et je pénalise du coup l'ensemble de l'équipe. Tu nous avais coaché, on avait fait un petit exercice de management l'année dernière avec les managers du team, et puis on avait un peu de pratique. Et il y avait un exercice qui a marqué tout le monde, c'était quand on faisait une faute, tout le monde faisait 10 pompes. c'est un peu cette image-là, c'est-à-dire de finalement l'erreur individuelle qui punit le collectif et finalement se faire plaisir pour se venger ou juste pour provoquer, ça a des conséquences qui vont bien au-delà des conséquences individuelles. Et les règles de vie, là, je disais responsabiliser les joueurs, c'est eux qui étaient responsables par exemple des amendes, des retards, ils avaient monté un tribunal, donc ça donnait l'occasion en plus de moments aussi très sympas et très conviviaux, mais je vous avais garanti que c'était bien plus sévère que je n'aurais pu l'être sur toutes ces petites entorses du quotidien qui sont quand même importantes quand on s'adresse quand on vit en vase clos avec 50 personnes. Et alors, quelques entorses célèbres? Je sais pas, non. Des transgressions, il y en a tout le monde, il y en a tout le temps, quoi. Il y en a eu, et je me suis promis aussi de toujours remettre en place mes joueurs d'une certaine manière, en tout cas de leur dire les choses quand j'étais pas content, et notamment sur le règle d'exemplarité. Et je ne sais pas si certains se souviennent, quand j'emploie le terme de sale gosse, c'est parce que c'est le soir de la demi-finale, et alors que c'est vrai que mes joueurs ont été très, très chahutés, malgré tout ils ont réussi à se gravir, à monter, donc à se qualifier pour la finale, et le soir des demi-finales, de nouveau le lendemain de la demi-finale, je les traite de sales gosses, je leur dis de tout en conférence de presse, parce que tout simplement 5 d'entre eux avaient fait le mur, alors qu'on avait convenu tous ensemble que tout simplement on n'avait pas envie qu'il nous arrive ce qui m'est arrivé comme joueur en 99, à savoir une démobilisation après la demi-finale, qu'on n'avait encore rien gagné, que Auckland était à feu et à sang par rapport à l'engouement qu'il y avait autour de cette finale, et que les règles n'avaient pas été respectées, c'est eux qui se trahissaient, quoi. Je dis voilà, encore une fois on a conclu un pacte, après des cagades, des petites transgressions, il y en a toujours, il faut être tolérant. Alors quand on te confie le poste d'entraîneur, c'est quoi les conditions? Il y a des photos marrantes quand même. Alors vas-y. J'ai même joué avec Jean Dujardin, regardez. C'est pas beau ça? Il a bien fait de rester dans la comédie, parce qu'il a été jeune rugbyman, mais c'est à l'occasion d'un match qui s'appelle Rugby, ça c'est mon président d'IRB à la passée. On avait monté une association qui s'appelait Rugby Bordel Football Club. Alors c'est Cali qui avait inventé ça, Cali pas le rugbyman, pas Cali Fano, mais Cali le chanteur. Et pour la petite histoire, voilà, les hasards de la vie étaient catalans et rugbyman de ma génération, et on avait joué ensemble, on avait 15 ans. Et on se retrouve 25 ans plus tard, lui ayant réussi dans la chanson, et on se dit on va monter un événement au profit de l'enfance, et donc mélanger des footballeurs, des rugbyman, des artistes, mi-temps rugby, mi-temps foot, avec certaines personnalités comme Jean Dujardin, Cali, les Cantona, les Liens Romont, pas mal de rugby de footballeurs, et un concert rock derrière, donc c'était un événement très sympa. Puis de voir Eric Cantona jouer contre Jean Dujardin de l'ouverture, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Alors quand on confie ce poste d'entraîneur d'équipe de France, sans trahir de secret, c'est quoi les conditions, c'est quoi le cadre imposé? Est-ce qu'on te laisse une marge de manœuvre? Est-ce que tu peux poser des conditions? Alors je ne parle pas évidemment de la rémunération personnelle, mais plus du mode de fonctionnement avec la Fédé. Oui, on va dire que de manière
trop simple, ce serait de dire, bon, mais ta mission c'est d'être champion du monde dans 4 ans. Il y a de ça, évidemment, même si avec des examens de passage qui sont les tours de destination, les tournées. Mais au-delà de ça, Bernard Lapassé m'explique, parce que je dis, je fais la vie, je dis, mais Bernard, pourquoi moi? Je ne suis pas expérimenté. Il me dit, je te connais depuis 20 ans et tu es le 3e sélectionneur que je nomme avec Pierre Berbizier. Il m'a semblé que Pierre Berbizier, à une époque, c'était lui qu'il fallait pour l'équipe de France parce qu'il avait de la rigueur. J'ai choisi Bernard Laporte parce qu'à un moment où sa personnalité, son caractère, sa relation avec les médias faisait que le rugby s'ouvrait, devenait professionnel, il était important d'avoir un communicant. Et j'ai l'impression que toi, j'ai besoin de quelqu'un d'un retour aux sources. J'ai besoin aussi que tu te rapproches de la DTN, que tu aies plus un rôle aussi de formateur au-delà de faire régner l'équipe de France. Voilà, un certain nombre de missions parallèles qui m'ont été confiées, et notamment développer la fédération, la continuité, formation et éclosion au plus haut niveau. Mais là, tu as toute la et puis il y a des... Non, parce qu'il il me suggère, il me suggère, et puis moi je sais pas trop où je mets les pieds, donc il me suggère, au départ il m'impose quasiment un duo d'entraîneurs que je trouve pas complémentaire, même si c'est de bons mecs, évidemment tout à fait respectable. Et là, je demande toute liberté de choix, de fonctionnement, avec la constitution de mon staff, qui a été quelque chose d'extrêmement important pour moi. C'est vraiment c'était la pierre angulaire de mon projet. Et je dois avouer que j'ai une liberté de choix, de fonctionnement, même si beaucoup des journalistes notamment ont considéré que je subissais certaines influences. J'ai une liberté exceptionnelle, ce qui est dingue quand on sait quelque part les enjeux qu'il y a autour d'une sélection nationale. Et voilà. J'ai toujours, malgré tout, j'ai choisi aussi ce qu'on appelle un comité de sélection, qui était tout simplement mes adjoints, des amis, le DTN, des anciens internationaux qui m'aidaient à choisir. Et parce que je respectais ces hommes qui étaient mes amis, j'ai tenu compte de certaines circonstances de leur avis. Ça m'a valu quelques colères quand je me sentais seul contre tous, mais par respect pour eux, je suis allé certaines fois dans leur sens. Jamais on parle de budget? C'est open bar? Si, on parle de budget et ça a été pénible d'ailleurs. Pas en ce qui me concerne, mais pour essayer d'améliorer mon quotidien, ce qu'on pouvait amener, donc des moyens, des logiciels, des moyens techniques, des moyens humains aussi. Il a fallu me battre et la fédération c'est une vieille dame avec des gens qui sont là depuis l'Antiquité et chaque demande c'était horrible. C'était insupportable parce que je me battais déjà contre la Ligue, le rugby professionnel. J'étais en permanence pris entre le marteau et l'enclume et même si j'apprécie beaucoup les dirigeants de la fédération, ils sont d'un immobilisme certaines fois qui était assez insupportable à vivre, en plus du reste. Donc là ça fait un point commun avec nos clients DSI dans la salle qui discutent avec leur directeur financier, là je crois qu'on... Ah non, j'ai passé par tous les parcs, il fallait convaincre en permanence, persuader, argumenter certaines fois pour des bouts de ficelle, c'était pénible. Et alors l'innovation là justement, c'était quoi les enjeux? Pas tout, mais déjà j'ai mis en place en arrivant j'ai demandé à ce qu'on mette qu'on crée un pôle scientifique à la fédération. En fait tout simplement le pôle scientifique c'était 2 experts qui étaient chargés de répondre aux besoins du terrain. Donc à savoir on a tel souci, telle problématique, ça a été très utile notamment parce que pendant 4 ans quelque part on a travaillé sur cette programmation. On avait 2 mois de préparation pour la Coupe du Monde, ce qui était exceptionnel. Donc des questions très cons comme comment mieux récupérer, comment gérer l'enchaînement des matchs, calculer le nombre d'impacts, comment donc travailler sur la récupération, sur la préparation physique, parce que c'est à la fois un sport très collectif mais qui est devenu de plus en plus individualisé. Donc le travail avec des GPS, pour mesurer le type d'effort et mieux calculer l'entraînement. Avec le groupe Thales, on a construit un joug qui sert à travailler la mêlée sur des reins hydrauliques, informatisés. C'est une machine incroyable qui permet de reproduire les qualités et les défauts de la mêlée adverse. Donc ça c'est très précieux. Plein de questionnements sur comment améliorer les protections de nos joueurs, comment gérer stage en altitude ou pas, c'est un grand débat, voilà, donc on a envoyé un certain nombre d'experts. Du médical un peu aussi, hein. Beaucoup, médical, préparation physique, psychologie aussi, puisqu'on a fait la recherche des universités. Voilà, tout type de recherche. Dès le moment qu'on avait un souci, une contrainte, on les appelle à ces gens-là qui sollicitaient des experts. Et c'était ça, c'est vrai que cette dimension-là, scientifique, quelque part technologique, était aussi extrêmement intéressante. Côté infrastructure,
Marc aussi, c'était... Oui, Marc aussi, Marc Atras. Alors c'est vrai que moi j'ai connu le Château La Voisine, le contraste aussi, là je parlais des contrastes du rugby. Le Château La Voisine, c'était la société Ricard, ça ne s'invente pas, qui traitait la Fédération Française de Rugby, en pleine forêt de Rambouillet, pas de téléphone, pas de réseau, pas de connexion, donc une salle commune avec 2 tables de massage, des mecs qui jouaient aux cartes, ça fumait, ça buvait, les dirigeants faisaient l'apéro avec. Et 10 ans après, j'arrive à Marcoussis, qui est vraiment un centre ultra moderne, à la fois très fonctionnel, très convivial, et c'est vrai que ça a été un confort aussi exceptionnel de vivre là-dedans, même si j'ai adoré l'époque du Château La Voisine. Pour des aspects dont on ne peut peut-être pas parler aujourd'hui. Pour des aspects de convivialité, on se connaît depuis maintenant un peu plus d'1 an. Tu as eu l'occasion de coacher, on le disait tout à l'heure, nos managers. On a évoqué la possibilité, même si ce n'est pas un engagement, mais que tu nous accompagnes peut-être cette année à Open World. Maintenant que tu nous connais un peu, pour ceux qui nous connaissent un peu moins dans la salle, Easy Team, c'est quoi pour toi? Déjà, quand on s'est connus, je suis allé dans tes locaux et puis je suis tombé, il y avait de ça un peu partout. Voilà, solidarité, engagement, humilité, respect, et puis du rugby un peu partout. Donc parler de ces valeurs-là, parce que c'est vrai que certains les mettent en avant, y compris en rugby d'ailleurs, parce que je parle du rugby de manière un petit peu idyllique, mais certaines fois on s'aperçoit à travers quelques déclarations que les choses se gâtent un petit peu aujourd'hui, et c'est bien dommage. Mais en tout cas, j'ai senti d'emblée qu'il y avait une vraie volonté de construire sur la base sur un socle de valeurs qui me sont chères. Et puis donc on a échangé, on a notamment passé une journée à Marcoussis dans le cadre du rugby, on a pu aller sur le terrain et j'ai pu me rendre compte que ces valeurs, elles existaient réellement et qu'il y avait de la solidarité, qu'il y avait de la convivialité, qu'il y avait du respect, qu'il y avait des gens différents qui travaillaient ensemble, et tout ça dans un cadre extrêmement porteur, je vais dire, et épanouissant pour chacun des collaborateurs d'Easy Team. Donc ça reste toujours des bons moments. Puis je le disais, c'est toujours une fierté pour moi de parler de mon sport, de convaincre. Bon, avec toi, c'était pas vraiment... c'était fait déjà. Avec moi peut-être, mais il y avait quand même tout mon conseil de surveillance et les principaux actionnaires et le management des équipes commerciales des teams. On était une trentaine, on a fait un match 15-15-15. Hein. Ouais. Et tous n'étaient pas non plus des non, c'est rugby. Non, c'est vrai, ils ont tous mordu avec une passion et un engagement impressionnant d'ailleurs. Voilà, donc c'était un bon regard exceptionnel. Bon, merci beaucoup Marc pour cette intervention. Alors, comme on a dit au début, tu vas être avec nous entre midi et 2. Donc vous aurez la possibilité, évidemment, naturellement, d'échanger avec Marc en toute simplicité. On a prévu aussi un petit kakémono juste dehors à la sortie où vous pourrez prendre une photo avec Marc si vous le souhaitez. On postera les photos sur la page Facebook d'Easy Trust et puis vous pourrez les charger ensuite. Pour ça, il faut juste suivre la page Facebook d'Easy Trust. On va brièvement parler des prochains événements. Alors, le prochain événement, c'est le 11 mars à l'hôtel Royal Monceau. On a 5 DSI. On a le DSI de Kyoto, le DSI de TDF, le DSI de Poquelin Hydraulics et au manque de bon. En tout cas, il y en a 5 qui témoignent sur la mobilité, le multicanal et l'agilité autour des solutions SOA, Web Center, des solutions en général Oracle, avec Easy Team, avec des références et des témoignages. Donc le 11 mars, Royal Monceau, on a bien évidemment, et ça Rémi l'a évoqué tout à l'heure, lancé les packages qui nous permettront, si vous le souhaitez, de vous emmener avec nous à San Francisco et peut-être avec Marc et Aumont. En tout cas là c'est un moment exceptionnel avec une grande source. Je crois qu'en fait, les gens se demandent toujours à quoi ça sert d'aller là-bas. Je pense que la vraie raison d'aller là-bas, c'est aller chercher l'inspiration. Je crois que c'est vraiment ça. Donc aller à San Francisco, à Open World, c'est bien. Avec Easy Team, on va vous emmener, je dirais, à un niveau de réflexion, d'échange et d'intensité qui vont vraiment vous permettre de revenir regonfler et recharger d'idées nouvelles à mettre en place très rapidement. Et Jean-Pierre qui est venu déjà 2 fois avec nous pourra vous en parler, et les nombreux clients qui sont dans cette salle aussi. Et puis le grand événement
de l'année prochaine, alors c'est l'année 2015 en fait, hein, carrément, c'est les 10 ans d'Easy Team. Voilà, c'est dans un an. Voilà. Et on le prépare déjà maintenant. Donc tous les acteurs de la vie d'Easy Team sur ces 10 dernières années, les grands joueurs de rugby qui sont intervenus, il y a eu Dominici, Yann Delay, Laurent Cabane, seront invités. Tous les anciens collaborateurs d'Easy Team seront invités également. Les principaux clients seront invités. Évidemment, nos partenaires d'Arrow, d'Oracle, et puis ceux qui travaillent avec nous, qui ont travaillé avec nous, y compris à l'international, seront également invités. Donc on prépare véritablement un très très grand événement et qui devrait être une vraie source d'inspiration pour les 10 prochaines années. Voilà. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon déjeuner, plein d'échanges, et je laisse la parole à Maxime.